On n'a pas pour habitude ici de se vanter, mais ça fait quand même plaisir de voir que ce qu'on dit et la façon qu'on a eu de le dire commence à faire réagir l'opinion en faveur de la province et des ruraux dont, une fois de plus, un membre de l'église macronienne vient de juger qu'ils étaient irrécupérables puisqu'ils continuaient à fumer des clopes et à rouler au diesel, je cite. À la fin de la semaine, là, la presse nous annonce donc une journée de protestation qui mènera sans doute à des incidents providentiels. Le ministère de l'Intérieur va dire « la droite joue avec le feu ». C'est une séquence dont on a tellement l'habitude qu'elle en devient risible. Alors je préfère vous raconter comment, depuis 2012, le simple témoignage direct sur la France de Campagnole, la vôtre, a eu tant de mal à devenir légitime. Donc en 2012, fort d'une expérience de 30 ans quand même à la campagne, avec à la clé un mandat de conseiller municipal, j'écris un petit livre qu'on trouve encore chez Flammarion, et qui était sous-titré « À l'écoute de la France qu'on n'entend pas ». Et là, je vais voir naturellement un certain Bétou qui vient de prendre les commandes du Figaro et qui vient de la presse économique, mauvais signe, pour lui proposer une petite colonne régulière dans ce journal, dont, rappelons-le, je suis issu, 3 paragraphes, donc sous le titre « L'écoute Campagnole », qui raconterait toutes les semaines, comme je le fais ici, les déboires, les pittoresques d'une France qui ne s'en sort pas. Réponse de Bétou, c'est exactement ce dont nous n'avons pas besoin. Alors, outre que c'est une façon quand même assez offensante de me répondre, le sens de sa réponse saute aux yeux, c'est que les élites n'ont aucune envie d'entendre la France qui n'en peut plus. Je me retourne donc sur Valeurs Actuelles, où je viens de passer 7 ans comme chroniqueur hebdomadaire, pour leur proposer la même chose, c'est-à-dire ce que vous entendez là tous les jours. Comment vit la France réelle, comment elle perçoit la France fantasmée, et là c'est encore pire. Aucune réponse. Une espèce de tartufferie du genre sécurité sociale. Non, Madame Machin n'est pas là, écrivez-lui un mail. Nous sommes en présence donc d'une attitude concertée, non pas à mon égard, parce que n'importe qui aurait subi la même rebuffade, mais à l'égard du message selon lequel il faudrait commencer à faire attention à ce que pense le peuple et cesser de dire que tout va bien quand on oblige les vieux, par exemple, à faire leurs démarches seuls au clavier d'un ordinateur que parfois ils n'ont même pas. Quand ils n'ont ni voiture, ni médecin qui se déplace, ni urgence à moins de 50 km, quand la gendarmerie est sur répondeur, quand le commissariat ne répond plus, etc. Alors j'ai déjeuné avec des chefs de parti avant les élections pour leur raconter ça, la même chose, mais sans succès, parce que même les hommes politiques ont horreur de la réalité. Ils appellent ça du misérabilisme. Du coup, ni Marine Le Pen, ni Dupont-Aignan, ni quiconque n'ont jamais dit que certains Français leur faisaient simplement de la peine, ce qui est pure franchise de leur part, car ils n'ont probablement pas de peine pour les gens. La période dont je parle correspond exactement au moment où la sensibilité populaire a commencé à s'exprimer dans Internet à travers les blogs, les forums, 2013-2014. Et là, nous avons assisté à une espèce de tentative de la plupart des titres de presse de chevaucher, de dompter le cheval du mécontentement en fabriquant à la hâte, mais avec de gros moyens, des espaces de soi-disant liberté à côté des rédactions traditionnelles. Pendant la première moitié du règne Hollande, il a donc été possible de raconter ce que vivaient les Français et surtout de décrire le regard qu'ils portaient sur leurs élites. Mais ça a duré 2 ou 3 ans seulement. La plupart de ceux qui écrivaient vite et fort sur des sujets comme l'agriculture, les radars, le service public audiovisuel, la fracture numérique, les territoires perdus de la banlieue, etc., ont été remerciés par les rédactions. À la place, on a mis des jeunes gens plus dociles, moins lettrés, qui étaient censés faire du Sciences Po à propos de la banlieue ou de la finance. C'est-à-dire, au lieu de dire « il y a un scandale », ils disaient il y a des enjeux. Je ne sais pas si vous voyez la différence, mais quand on s'écrit « c'est un scandale », on est prêt à renverser la table, alors que quand on parle d'enjeux, on est déjà du côté de ceux qui acceptent de s'asseoir et ensuite probablement de se coucher. C'est la dernière ressource du pouvoir, faire monter au créneau sans cesse de soi-disant adversaires avec qui on peut noyer le poisson, en quelque sorte sécréter sa propre opposition, une opposition qu'on appelle modérée et que le peuple, lui, appelle castrée. L'opposition farouche sera du coup décrite comme extrémiste. Le mouvement qui se dessine là à la fin de cette semaine est exactement entre les deux. Il va certainement être noyauté par des gens qui vont se proposer de calmer le jeu, pendant que d'autres vont essayer de vous dire que les extrêmes sont à nos portes, etc., que c'est le règne de la violence qui commence. Or, la violence, dans ce genre de circonstances, c'est plutôt le fait de jeunes gens en basket fluo qui viennent voler des vêtements dans les vitrines. Donc on se demande si on est vraiment en présence de menées d'extrême droite. Et pour ce qui est de calmer le jeu, ça va être un peu difficile si la colère qui s'exprime est celle des vrais gens. Je veux dire, pas celle des députés mélenchoniens à 8 000 par mois, non celle des gens qui ne passeront pas le contrôle technique cet hiver, qui ne peuvent plus acheter leur fuel, qui ne savent plus quoi faire de leur grand-mère faute de pouvoir payer l'EHPAD, et dont les enfants ne cessent de réclamer des consoles à 400 € pendant que la mère, elle, court les promos pour nourrir sa famille. Eh bien, ceux-là vont finir par se fâcher, pas contre les vitrines, contre les préfectures. D'ici là, abonnez-vous à Campagnole TVL, ça sera toujours ça de prix sur l'adversité. Merci.